Et ça y est, l'attente est terminée. On attendait le grand retour de l'UFC. C'est pour le week-end prochain. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce sera à Las Vegas pour l'UFC 324 avec en main event le combat pour la ceinture intérimaire entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett chez les moins de 70 kilos. Un combat qui fait beaucoup parler en l'absence, on le rappelle, du champion Ilia Topuria qui règle des problèmes personnels mais qui annonçait qu'il serait bientôt de retour. On va en parler évidemment dans quelques instants. C'est un combat très important pour les deux hommes pour des raisons différentes. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des réponses la semaine prochaine, notamment sur Paddy Pimblett, alors que certains contestent sa légitimité justement au titre aujourd'hui. Alors comment l'Anglais adoré par l'UFC se retrouve à avoir cette chance pour la ceinture après seulement 7 combats? Eh bien la réponse avec Oscar Joss. 4 septembre 2021. Un jeune homme fait ses débuts à l'UFC dans une catégorie des moins de 70 kilos vieillissante. Ce prince est anglais, il a 26 ans et c'est déjà une superstar chez lui. À Vegas, Paddy Pimblett veut conquérir l'Amérique. L'UFC lui donne Luigi Vendramini, battu par Fares Ziam 3 mois plus tôt. Le gamin de Liverpool fait parler sa puissance et décroche un bonus de 50 000 $. Le premier de 5 récompenses en 7 combats. Mars 2022 rime pour lui avec récidive. À Londres, nouveau finish, nouveau bonus. Pimblett se fait un nom. Mais il se fait surtout une place dans la tête de Dana White. On my Instagram, I posted the face-offs yesterday from the heavyweight fight. Did 120,000 views on my Instagram. Paddy's face-off did 1.3 million. This kid's got a ton of hype behind him, and tonight he showed everybody that he's the real deal. Cet action fighter peut enchaîner les combats, tout ce que l'UFC demande. Un finish deuxième round en juillet et une décision en décembre pour clore 2022. Son premier gros nom, c'est Tony Ferguson. 39 ans, 6 défaites de rang. Une victoire par décision, certes, mais Pimblett avance, toujours invaincu à l'UFC. De retour en Angleterre en 2024, il signe une nouvelle soumission face à King Green. Une performance qui le place au rang de superstar et le fait accessoirement rentrer dans le top 15. La confirmation se fait face à Michael Chandler en avril 2025. 13 minutes de masterclass. On est parti pour. C'est terminé. C'est terminé. Victoire de Paddy Pimblett. Masterclass de Paddy Pimblett. Ses combats, le cœur du boss et celui des fans, l'Anglais a tout gagné. Pimblett a fait de l'UFC son foyer. Il veut désormais en devenir le chef. 40 ans. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est un parcours pour devenir champion intérimaire, le parcours de Paddy Pimblett à l'UFC? T'en penses quoi, Amaury? Franchement, moi je trouve que l'UFC lui ont vraiment facilité la tâche. Ouais. Après, il faut savoir que l'UFC, c'est une entreprise. C'est un business, t'as raison de le dire. Business. Et puis lui, et Dana White, il se penche sur ceux qui vont lui ramener de l'argent, faire vendre des tickets, les pay-per-view, etc. Et Pimblett, il a bien compris. Hein. Ouais. Ça marche, on lui facilite le chemin. Et puis, voilà, il fait son petit chemin. Alors, t'es pas le seul à penser qu'effectivement l'UFC lui a ouvert un petit peu une voie royale aussi pour arriver jusque-là. Si on regarde les 7 adversaires que Pimblett a affrontés et donc battus, parce qu'il a invaincu à l'UFC depuis ses débuts en 2021, il y en avait qu'un qui était classé au moment où il a affronté Pimblett, c'était Michael Chandler, et qui en plus à ce moment-là était plutôt sur la fin, avec une seule victoire sur ses 5 derniers combats. Malgré tout, Sacha, ça a été une victoire qui a compté aussi pour lui, parce qu'elle lui permet de faire un bond aussi au classement à ce moment-là. Et ça n'a pas suffi à convaincre non plus ses détracteurs. Oui, et puis c'est un tabassage de Chandler. Enfin, il faut y aller. Chandler, pour aller le tabasser comme ça, c'est quelqu'un qui a quand même mis au tapis Oliveira, qui après l'emmène dans une décision. Oui, c'est pas n'importe qui. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est en 2 victoires, 4 défaites à l'UFC, qui n'est pas sur le début, comme tu l'as dit. Je peux très très bien entendre. Néanmoins, il faut quand même rentrer dans la cage et lui faire ce qui lui a été fait à cet homme-là. Et c'est pour ça que je trouve qu'on manque quand même beaucoup de respect à Paddy Pimblett pour ce qu'il a accompli, parce que au début, c'était vraiment que de l'hype, les combats n'étaient pas hyper stylés, il n'y avait pas toujours des finishes, et il a quand même réussi à redresser la barre, à monter le niveau, puisque ces mecs-là sont de plus en plus forts. On a beau dire ce qu'on veut, quand on passe de Vendramini à un moment donné, prendre des Bobby King Green, de prendre Ferguson, qui est quand même un gros nom, mais c'était sur la fin, et de prendre Chandler et quasi tous les finir,
c'est quelque chose. Et c'est pas un truc qu'il faut banaliser. Évidemment, il est boosté par sa hype, mais c'est quelque chose de tellement courant à l'UFC. C'est juste qu'on aime bien aussi détester un mec qui est très haut et ne pas comprendre pourquoi. Il y a plein de gars qui ont déjà battu des Ferguson, des Green, des Chandler et qui sont considérés comme très forts. Et je peux penser à Gaethje qui a battu Ferguson, par exemple, qui a été le mec qui a mis qui a mis un peu de sel sur sa carrière, qui a commencé à détruire un peu. On fera la comparaison avec les adversaires de Chandler tout à l'heure. Là, c'est pour montrer effectivement que les autres gros noms qui sont Green et Ferguson, dont tu as parlé, Sacha, au moment où ils affrontent effectivement Pimblet et notamment Ferguson, il est sur 6 défaites de rang, il va reperdre en plus derrière aussi. C'était un petit peu pour poser le contexte des adversaires finalement que Pimblet a affrontés. De là à dire qu'il n'est pas méritant, voilà, c'est certains pointent du doigt, surtout le fait que finalement qu'il a évolué très rapidement au classement de l'UFC. Certains disent qu'il bénéficie du fameux Dana White privilège aussi, on appelle ça. Je parlais du bon classement qu'il a fait avec la victoire face à Chandler. Il était 12e, il passe 8e à ce moment-là quand il gagne face à Chandler. Et surtout, en fait, il gagne 3 places au classement en 6 mois sans combattre. C'est-à-dire qu'il ne combat pas, mais il gagne quand même des places au classement, ce qui arrive quand même c'est une folie, très rarement. Ça, quand même, ça. Très rarement. Après, alors, pas de sa faute. Voilà, il y a un contexte, et Paddy d'ailleurs lui-même va l'expliquer, parce qu'il en a un petit peu marre qu'on remette en permanence son statut et son classement, et du coup il avait mis les choses au clair au micro d'Yacine Zaouini. People are bitching that I'm rank 5 when I beat rank 7, and Islam's went out of division and Poirier has retired, so I should be rank 5. No, I don't give a fuck. I genuinely do not give a fuck about anyone else. The only person that matters to me right now is Justin Gaethje and beating him and becoming the interim champ. And then all them people that are crying, I'm going to be above them. So they can all eat shit. On remercie les sous-titres parce que même en anglais, c'est un peu compliqué de comprendre l'accent du nord de l'Angleterre. Alors, c'est évidemment avec son franc-parler. Maintenant, il y a une forme de logique aussi dans ce qu'il explique finalement Paddy Pimblett, c'est qu'effectivement, quand il gagne ses places au classement sans combattre, c'est aussi parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette KT à ce moment-là, Sacha. Ah oui, très clairement. Et puis, c'est des situations qui ont pu être profitables pour des Français, pour intégrer le bas du top 15 aussi. Donc, c'est toujours quand ça touche à Paddy Pimblett que ça devient un petit peu négatif finalement, mais il le justifie très bien. Et ça se voit qu'il a quand même la tête sur les épaules. Il sait qu'il va être toujours très critiqué, qu'on va remettre en question beaucoup de choses sur son parcours. Lui, il a l'air vraiment focus à délivrer à chaque fois et je pense qu'il monte en puissance à chaque fois aussi. Donc ça fait partie du jeu, mais on sent qu'il l'encaisse bien. Ouais. On n'a pas assez parlé du personnage qu'est Paddy Pimblett. Tu l'as évoqué évidemment, Amaury, parce que c'est très important pour comprendre aussi pourquoi il en est là aujourd'hui. Finalement, il a cette image un petit peu en dilettante parfois aussi, notamment sur son hygiène de vie, qui est assez catastrophique. Il mange énormément, il ne fait pas du tout attention à ce qu'il mange justement. Mais au-delà du fait que ça peut faire rire quand on voit ces images-là. Lui en joue d'ailleurs en tout cas beaucoup sur ses réseaux sociaux pour faire rire justement. Ça pose un problème de diététique quand même au quotidien et surtout au moment où il va devoir perdre le poids parce que là il est à 10-15 kilos au-dessus de sa KT normalement. Donc ça veut dire au moment du cutting, tu te mets en danger aussi physiquement. Oui, tout à fait. Franchement, premièrement, les gens qui regardent Pimblett, ne faites jamais ça. C'est pas bon de faire des yo-yo comme ça, plus de 15 kilos. En fait, c'est pas bon pour l'organisme, c'est pas bon pour les reins, c'est pas bon pour rien. Rien n'est bon là-dedans, vraiment. Je pense qu'il aura des gros problèmes de santé plus tard et ça se trouve qu'en fin de carrière, il sera 4, voire vers 100 kilos, je pense. Ouais. Parce que il risque effectivement, une fois qu'il va arrêter le sport, même si a priori, là, il est méconnaissable en fait, presque sur ces images. Ça lui est arrivé de perdre jusqu'à 20 kilos pour un combat. On va essayer de comparer, mais toi, quand tu cuts, par exemple, combien tu perds généralement ? Là, par exemple, pour le dernier combat là, au KSW, d'ailleurs, grosse dédicace à Marie Defort, ma nutritionniste. Ah oui, vraiment. C'est important. C'est très important. Grâce à elle, mes cheveux sont intacts. C'est que ma santé. J'ai cuté 4 kilos, 4 ou 5 kilos. J'ai pas beaucoup cuté parce qu'on a fait le travail sur le long. Avec vraiment des macros bien répartis, une bonne réhydratation, plein de bonnes choses vraiment cadrées par les professionnels. C'est ça en fait, c'est que c'est encadré, on ne fait pas n'importe quoi avec la santé. Alors a priori quand même Sacha Pimblett il s'est un petit peu calmé, plus il se rapproche finalement des combats plus importants aussi de cette ceinture, plus il fait attention, mine de rien.
Oui, j'ai l'impression. Après, de toute façon, ça devient un running gag un petit peu de sortir des images de Paddy quand il n'est pas en combat. Ça se trouve, il fait du régime depuis 2 mois et après, il va cutter pas beaucoup. On n'a pas vraiment tous les dessous de ses cuttings, justement. Pour l'instant, ça se passe bien pour lui. Je ne l'ai pas vu encore planter une pesée, tu vois, par exemple. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est fou, quoi. Ouais, non, mais ça se trouve, il a aussi un organisme qui encaisse très très bien. Tu vois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qu'il faut. J'imagine que le travail avec les nutritionnistes, c'est aussi de bien comprendre ce qui se passe dans le corps de chacun, qui est très différent. Pour l'instant, lui, en tout cas, il le fait avec une relative facilité. Et c'est ce qui aussi entretient ce personnage. Moi, quand je le vois comme ça, j'ai envie d'être son pote. Ça le rend hyper humain, le mec, quand même. Tu te dis, voilà, il a ses petits à côté, il s'envoie ses moi, wings. j'ai pas envie de manger à côté de lui, tu vois, parce que je pense que j'ai plus faim à 2 minutes. Il doit se dégoûter un peu. Il n'utilise pas la fourchette très souvent, certes. Non, mais je veux dire, ça fait partie aussi du folklore du personnage qui est un petit peu ce gars festif, bon pote, qui est devenu combattant. Le bon anglais aussi, il joue beaucoup sur ça, mine de rien. Oui, c'est ça, l'image du mec de Liverpool, qui est bon vivant aussi. Et cette coupe de Beatles, tu vois, bien sûr. Vraiment tout se complète hyper bien. Oui, puis il y a aussi ce qui est évidemment très important pour l'UFC, mais c'est aussi pour ça que l'UFC a misé sur lui, même en dehors des fights. Il y a quelques petites frasques, voilà. Il a aussi ce potentiel grande bouche, superstar aussi, voilà. Là, tu parlais que ça n'avait pas trop de conséquences sur son corps. Si vous venez de manger, ne regardez pas ces images qui vont suivre. Amaury, je ne sais pas si tu les connais. Ouais, j'ai déjà vu ça. Voilà. Vraiment petite galette des rois. Petit vomito. Donc, comme quoi, c'est pas non plus sans conséquence pour lui, mais voilà, il s'en fout, il joue avec ça. Mais en tout cas, c'est sûr que le potentiel superstar, en tout cas star de Paddy Pimblett, Dana White l'a compris très vite et c'est sur ça qu'il joue aussi avec lui. Et Pimblett a compris à l'inverse que ça allait lui rendre service, quoi. C'est trop. C'est l'homme du peuple, là, regardez. C'est ça, il est divertissant. Donc c'est pour ça que l'UFC le garde, il lui facilite un peu le chemin. Parce qu'ils savent que, comme j'ai dit, il va vendre des places. Et puis il fait le boulot dans la cage. Ouais. En dehors de la cage aussi. Et puis il montre en fait qu'il est un peu comme tout le monde. C'est un mec qui aime bien faire la fête. Voilà, il sort, il est jeune, il s'en fout, insouciant. Il mange comme il veut. Il représente un peu la jeunesse, la folie, la foule de la jeunesse. Donc même les fans de MMA, tu vois, je trouve que cette manière dont il a de sauter avec le public, c'est... En fait, je suis comme vous, les mecs. Et moi aussi, j'aime bien regarder des combats, j'aime bien regarder ces trucs-là et tout. Je kiffe autant que vous, quoi. Sauf que je le fais et je vais peut-être devenir champion intérimaire de l'UFC à un moment donné. Ça. Donc, non, c'est ouf. On va rentrer dans le détail aussi un petit peu plus technique du combat. Juste rappeler quand même que pour les bookmakers, Pimblett est largement favori de ce combat face à Justin Gaethje. Ce qui est assez, ce qui est fou ou non. D'ailleurs, on peut l'interpréter comme on veut. Peut-être que ça va changer d'ici la semaine prochaine. Plus on va approcher du combat, plus a priori les cotes vont se resserrer. Mais est-ce que déjà ça t'étonne de voir que Pimblett est favori ? Franchement, pas du tout. Okay. Parce que Pimblett, il a un jeu assez intelligent. Bon, parfois... il se découvre un peu, il fait un peu peur sur les crochets, mais il a le menton solide. Mais comparé à Gaethje, il arrive à mixer, il peut amener au sol, il est très bon dans les soumissions. On l'a vu aussi mettre des bons coups dans Grenade Pound, etc. Donc il est assez complet. Je pense qu'il va réussir à se rendre le combat facile s'il n'arrive pas en mode fugueux. Je vais tout éclater d'un coup. Il a un bon bagarreur aussi en face, donc il y aura de la réponse. Si on regarde sur le sol, parce que c'est aussi l'un des points forts de l'anglais, 23 victoires en carrière, dont 10 sur soumission. Pourquoi il est aussi fort aussi, Sacha, dans ce domaine-là ? Quelles sont ses qualités ? Pour le coup, c'est que je pense qu'il lutte pas de manière dégueu et il est très opportuniste. Il a l'air de peser lourd aussi dans sa manière de faire. Je pense c'est un mélange d'explosivité, de puissance. Et puis, comme il l'a dit à Amaury, il sert très très bien des frappes pour s'ouvrir des chemins vers des soumissions ou des choses comme ça. C'est son domaine de prédilection. On a vu cette fameuse vidéo où il soumet 10 Marines de suite, etc. Ouais. C'est quand même un gros physique aussi, je trouve, pour cette catégorie-là. On n'en parle pas souvent, mais il est quand même assez grand, assez balèze, tu vois. Et non, vraiment, il sait peser et il sait trouver toutes les techniques grappling avec les crochets, avec les jambes. C'est vraiment son style de prédilection. C'est sa base, en fait. Pour moi, c'est vraiment un gros grappleur de base qui, dans le MMA, a évolué dans les autres compartiments. Issu du JB aussi, on le rappelle, ça doit forcément aider. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus au sol, Amaury, là, chez Pimblett ? C'est l'opportunité, comme le dit Sacha, d'arriver à tirer profit de n'importe quelle situation ? Moi, je dirais les opportunités, les contrôles et aussi les transitions qu'il arrive. C'est-à-dire que dès que quelqu'un va proposer une défense, il anticipe déjà. Il est déjà sur autre chose. Et puis, il s'ouvre beaucoup de voies avec les frappes, les coudes, le ground and pound. En fait,
je pense que quand on est un adversaire, on doit se dire « Ah, c'est difficile parce que si je reste trop de face, je prends des coups. Si je me retourne, je peux manger une clé, un étranglement ou quoi. » Donc en fait, on arrive au sol, on se dit « Bon, bah, c'est foutu. » Ça peut venir de partout aussi. Tout à fait. Son adversaire, pour le coup, Justin Gaethje, lui aussi, il vient du sol. Mais pour le coup, lui, les 2 plus grosses défaites de sa carrière, donc les 2 pour le titre, il les a perdues sur soumission, justement. Alors, on va quand même rappeler que c'était face à de vrais spécialistes aussi, donc Khabib et Charles Oliveira qu'on voit là. Est-ce que Pimblet peut s'asseoir au même niveau que ces 2-là? C'est compliqué quand même. Non. C'est pas le même style. C'est pas le même style de sol. Après, il peut très bien exploiter le défaut de Gaethje qui est qu'une fois qu'il est sur le dos, je pense qu'il perd quasi systématiquement. C'est ce qu'on a vu là. C'est là où elle est sa faille. Et c'est une faille que Paddy peut exploiter. Après, c'est vrai que le mettre au même rang aujourd'hui qu'à Khabib et à Oliveira, même si on respecte quand même Pimblet, ce serait un peu prématuré. Mais il est capable de faire ce qu'Oliveira fait sur cette séquence. Et ça, j'en ai aucun doute. Et a priori, Gaethje sait que Pimblet, c'est sur ce point-là qu'il va aller le chercher? Oui, je pense. Mais je pense que c'est pas anodin aussi qu'on ait mis Gaethje face à Pimblet. Je pense qu'on sait très très bien à l'UFC que la grosse faille de Gaethje, justement, c'est sol. Et quand tu veux penser sur les années à venir, est-ce que tu préfères avoir Gaethje comme champion ou Pimblet? Ce qui est fou, alors que Gaethje vient du sol aussi, et on en vient à dire que c'est peut-être son point faible aujourd'hui. Ouais, c'est un sol différent, parce qu'il vient de la lutte, Justin Gaethje, donc c'est vraiment l'art d'amener au sol, d'attaquer dans les jambes, etc. Et le fait d'être bon sur le dos, c'est vraiment quelque chose qui est plus pour moi comparable au jiu-jitsu brésilien ou au grappling. Il n'est pas vraiment spécialiste de cette discipline-là. Lui, c'est vraiment le fait d'emmener au sol. Mais c'est même une spécialité qu'il a quasiment jamais utilisée depuis qu'il est combattant. Parce que finalement, Gaethje, c'est devenu un peu ce gros bagarreur qu'on voit des parpaings dans les sens et qui a des low kicks dévastateurs. C'est ça. Peut-être qu'il réserve tout finalement pour ce combat-là. En tout cas, Justin Gaethje, on va l'écouter, il sait à quoi s'attendre et ça fait déjà un moment qu'il travaille justement son grappling. Since Charles Oliveira choked me out, I have been grappling a lot. And, I'm confident in my grappling abilities. I'm not scared to go there now. I wasn't scared then. I just wanted to avoid it. Now I don't necessarily need to avoid it. I'm happy to prove that I've been working my ass off when it comes to submission defense and even submissions. Il lui a fallu un petit moment avant de comprendre, mais finalement, il s'est dit, tiens, faut peut-être que je taffe mon sol un petit peu, ça peut être utile. Alors, il y a peut-être un petit peu d'intox du côté de Justin Gaethje aussi. Il en rigole, mais c'est vrai que c'est un petit peu exceptionnel d'entendre ce genre de phrase de la part d'un combattant. Oui, vraiment, on sait déjà que les MMA, faut avoir un bon sol. Même si ton jeu est basé sur le striking, tu es obligé au moins de savoir avoir 2-3 renversements au sol, savoir défendre des soumissions, te relever. Renverser, t'es obligé. Parce que à tout moment, tu te manges à dents, tu arrives au sol, t'as pas de ressources, le combat il est fini. Ou bien t'envoies une jambe, tu te fais contrer. En fait, il y a plein de situations où tu arrives au sol et tu te dois d'avoir les réponses techniques pour te relever. C'est à l'image de Gaethje. Gaethje, c'est le combattant, je trouve, quasiment le plus à l'instinct de l'UFC. C'est pas un combattant fight IQ, c'est pas un combattant game plan, donc comprenez que ce n'est pas un combattant stratégique, mais même lui, il l'a avoué. Il a dit, j'ai essayé de devenir stratégique, j'ai essayé de tout calculer dans la cage, il est pas comme ça, mais en fait, j'y arrive pas. Ça fait trop d'informations d'un coup. Moi, je suis bon quand j'y vais à l'instinct, quand je sens les choses, quand j'envoie des grosses briques, et que en fait, je reste debout. Et ce qui est assez drôle, c'est que du coup, il sort de son domaine de prédiction qui est la lutte, il s'entraîne avec un coach qui est juste aussi un excellent stratège qui est Trevor Whitman. Il s'entraîne avec Kamaru Usman qui était reconnu pour être un énorme stratège. Il est avec Fares Ziam, avec Fares Ziam. Il est aux antipodes de tout ça. C'est vraiment... J'ai pas envie de dire que c'est le débile de la cage, mais c'est un peu l'image. Il a cette image-là. Non, mais c'est vraiment. C'est vrai. C'est une brutasse. Et c'est aussi pour ça qu'on l'adore. Parce que c'est un mec qui fait des highlights, parce qu'il s'engage dans un fight comme une brute épaisse. Et ça donne souvent de très beaux combats, qu'il gagne ou qu'il perde. Et quand il a essayé justement d'être stratégique, c'est contre Max Holloway. Et donc, on sait à peu près ce qui s'est passé. Mais jusqu'à les 2-3 dernières secondes. C'est pas sa nature. Et je trouve que justement, en la personne de Paddy, il va tomber sur quelqu'un qui raffole en fait de ces trucs-là. Tout à fait. Et on a compris, ça va être un combat important donc pour Paddy Pimblet pour prouver qu'il mérite sa place justement au plus haut niveau chez les moins de 70. Et puis un enjeu aussi très important, même si différent pour Justin Gaethje, parce que c'est peut-être la dernière chance pour lui aussi d'aller chercher cette ceinture tant convoitée. Il a déjà eu 2 opportunités, on en a parlé rapidement, 2 défaites. Donc la première face à Khabib en octobre 2020 et la deuxième face à Oliveira en 2022. Les 2 sur soumission, on l'a dit. On ne va pas non plus oublier qu'il a disputé et remporté 2 autres ceintures. Une première intérimaire déjà face à Tony
Tony Ferguson et une BMF face à Dustin Poirier, les deux sur TKO. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça veut nous dire quoi? Est-ce que ça veut dire que quand la marche elle est haute, c'est plus compliqué pour lui à passer ou quoi? C'est un step mental aussi peut-être? Moi, c'est ce que je pense. C'est que je pense qu'il fait partie des excellents combattants et de l'élite des combattants. Mais dans le niveau et dans le MMA actuel, si tu n'es pas capable d'avoir vraiment une stratégie de champion ou pour devenir champion basée sur ton adversaire ou sur tes qualités, tu seras toujours au plafond de verre. Et je pense qu'il a le même problème que Dustin Poirier aussi qui avait ça. Il y a plein de mecs finalement dans cette catégorie des 70 qui, je pense, ont eu ce profil-là. Mais il est tellement divertissant et puis il met aussi des très beaux KO et il a des très très belles victoires que tu es obligé de le maintenir haut. Et lui aussi, c'est un petit peu un privilégié d'une certaine manière. Il a toujours délivré, mais on sait depuis très longtemps qu'il n'a jamais le niveau pour aller chercher des mecs comme Khabib, comme Oliveira, comme Topuria, comme Makhachev. Impossible. Il a fait un petit chantage auprès de l'UFC quand même pour avoir ce fight en disant si jamais j'ai pas ma chance pour la ceinture, je prends ma retraite. L'UFC a bien compris aussi qu'il y avait un potentiel bankable avec Justin Gaethje aussi. Les gens achètent justement leur place pour venir le voir. Mais là, à l'inverse peut-être de Pimblet à qui on reprochait de ne pas avoir affronté aussi des gros noms de la KT, Gaethje il s'est frotté quasiment à tout le monde finalement avec plus ou moins de réussite. Faut aussi le dire, il y a beaucoup de défaites aussi dans le lot, mais il a affronté tous les gros de sa caté. Et d'ailleurs, si on a regardé depuis ses débuts à l'UFC, il a toujours affronté des combattants classés dans sa catégorie. Donc pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas lui reprocher. C'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça que l'UFC lui donne sa chance aujourd'hui. C'est que c'est un backup super pour l'UFC. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'UFC a eu besoin, Gaethje a répondu présent aussi. Il était toujours partant pour les fights. Moi, je pense que s'il continue comme ça et qu'il n'a pas de fight avec lui, il va finir le combattant un peu dangereux, mais par qui il faut passer pour monter en fait. Ça. Il va finir de vraiment faudra passer par le gatekeeper. Voilà, il va finir comme gatekeeper parce que au bout d'un moment, comme on a dit, au niveau, si t'as pas de game plan, ça peut pas marcher. Et c'est pour ça que je pense que contre Paddy, ça va être très compliqué. Pour moi, il va se faire ravager. Ah ouais? Ouais, pour moi, il va se faire ravager. Ça, c'est un gros chaos parce que pour moi, ça c'est le moment où où je pensais que Gaethje avait franchi le cap et que même il pouvait être potentiellement celui qui coucherait Max Holloway. Ça, c'est pour la ceinture BMF. Ouais, parce que cet enchaînement, en fait, avec le bras puis la jambe qui vient percuter Poirier, on a l'impression qu'il l'a lu dans un petit peu les tics que peut avoir Poirier dans la cage et que voilà, il lui a offert. Et tu vois, c'est parfaitement propre, on dirait que c'est orchestré. Et non, et finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Mais pour moi, ça c'est le truc le plus mémorable de sa carrière, ce KO-là pour le coup. Poirier, et ça correspond à son statut selon moi. Attention, après ça n'engage que moi. C'est un genre de BMF. C'est-à-dire que tu as les champions, etc. Puis tu as les BMF. Lui, c'est plus un mec BMF. Tu vois. Alors pour le coup, ça va dans ton sens. Gaethje à l'UFC, c'est 14 combats, 14 bonus obtenus. Alors là, la stat, elle est folle, mais il lui manque plus qu'un bonus pour atteindre le $1 million obtenu en bonus à l'UFC. Donc, ils vont peut-être aller chercher un Fight of the Night le samedi prochain, c'est pas impossible. Si les deux se livrent une grosse guerre, il y a moyen. Il est aussi l'exemple finalement parfait de ce qu'on appelle un petit peu vulgairement les action fighters en fait. Finalement, c'est ça aussi cette image qu'a Justin Gaethje. C'est comme ça que tu le vois aussi toi, Amaury. T'es toujours content de voir un combattant comme ça dans la cage en fait. Ouais, clairement. Pour moi, comme j'ai dit, Gaethje c'est un brawler pour moi. C'est quelqu'un où quand tu regardes, tu es sûr qu'il va y avoir du spectacle, il va y avoir du sang et il va y avoir des finishes. Et s'il n'y a pas de finish pendant 15 minutes, tu vas te dire waouh, vraiment quelle action de dingue, un bras arrière de folie, maintenant et des jambes aussi parfois, des low kicks de dingue, high kick parfois. Ça m'a étonné d'ailleurs qu'il balance un high kick KO comme ça contre Poirier. J'étais vraiment étonné. Mais oui, c'est un adversaire où tu sais qu'il gagne ou qu'il perde, il y aura du spectacle. Du coup, tu parlais du KO le plus mémorable. Il s'est peut-être pris aussi le KO le plus mémorable de l'histoire face à Max Holloway, finalement. Clairement. Parce que celui-là, il reste évidemment dans les annales. Et il a mis du temps aussi à s'en remettre, mine de rien, de ce KO-là. Ah oui, très clairement. C'est l'image, je pense, la plus impressionnante qu'on ait vue sur un KO dans les 10 dernières années, avec ces fameuses 10 dernières secondes. Et c'est à l'image du personnage, genre... Tiens, il y a un moment donné où il faut faire un peu un truc bête pendant le combat, mais ça peut être sympa. On y va direct. Et il y va, il finit tête contre terre. Et c'est ouf de le voir comme ça, quand même. Parce qu'on sait qu'Holloway, en plus, il vient de la caté du dessous à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est quelque chose. Mais comme tu l'as dit, c'est le personnage de Gaethje. Et comme l'a très bien dit Amaury, c'est un brawler. C'est un mec qui vient avant tout pour faire la bagarre.
Gagner ou perdre, c'est ce autre que lui chose. fait Max Holloway à ce moment-là. Il lui dit, vas-y, il reste 10 secondes, vas-y, viens, on se met au centre là maintenant et on se fight. Oui, et puis lui, il y va tête baissée. Guedji, il est déjà en train de perdre. Il a le nez qui est fracassé en deux. Mais il y va. Il sait qu'il peut tout se passer et qu'il y a une infime chance qu'il gagne, mais je suis même pas sûr qu'il l'ait en tête tant il se fait remplir dans ce fight-là. Je dis, bah, vas-y, on y va, franchement. Mais parce qu'il dira jamais non. En fait, c'est aussi ça, c'est son tempérament. Il ne sait pas, sait pas dire non. Il dit, il est content, il y va. Mais on l'aime bien comme ça. Et puis c'est un mec qui est hyper intelligent, qui a des diplômes de criminologie, etc. Attention. Ça n'empêche. Mais là, c'est sûr que ce jour-là, c'était un chaos qui. L'image reste vraiment dans le chaos était criminel pour le coup. Des fois, il aime éteindre son cerveau un peu, tu vois. Parce que lui, il le fait au milieu du taf, quoi. Mais lui, je pense qu'il était un peu trop. Des fois, il était un peu trop. Et quand tu atteins le gratin de la catégorie, tu peux pas te permettre d'éteindre ton cerveau et de pas avoir de fight IQ. Bien sûr, pour réussir au plus haut niveau, tu n'as pas le choix. Alors la suite après cette ceinture inter-MR, ça pourrait être quoi? Pourquoi je pose la question? Parce que le champion Ilia Topuria a déjà annoncé qu'il serait de retour aux affaires entre avril et juin à peu près. Il a réglé ses problèmes extra-sportifs. Et il a dit qu'il voudrait affronter justement le vainqueur de ce paddy Justin Gaethje. Et ça tombe bien parce que Gaethje justement a lui aussi Ilia Topuria en ligne de mire pour la suite. Ideal 2026 is I beat Paddy January 24th, and then I defend as the headliner of the White House card against Ilia and knock him out. Alors, il est même allé encore plus loin, Justin Gaethje, parce qu'il a dit qu'après Topuria, il voulait aller rechercher Charles Oliveira et Max Holloway parce qu'il ne veut pas rester sur des défaites face à eux. Donc, lui qu'on annonçait quasiment à la retraite, finalement, il a un plan de carrière encore sur plusieurs années. Alors, évidemment, tout ça est conditionné à une potentielle victoire aussi face à Paddy Pimblett. C'est-à-dire que moi, la question que je vous pose, c'est si jamais il perd face à Pimblett samedi prochain, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, est-ce qu'il pose les gants dans la cage le soir même ? On ne sait jamais, Gaethje. On ne sait jamais ce qu'il fait dans la cage, on ne sait jamais ce qu'il dit. C'est encore à l'image du personnage. Non, franchement, moi, très honnêtement, je m'attends à ce qu'il perde. Mais qu'il prenne sa retraite ou pas, sachant que tu sais qu'il y a cet événement à la Maison-Blanche qui peut arriver. Dont il parle. Il pourrait être dans ces papiers-là, parce qu'on l'a dit, showman, États-Unis, Maison-Blanche, etc. Est-ce que ça vaut le coup de poser les gants à ce moment-là? Je ne sais pas. En tout cas, le côté plan de carrière juste après, j'y crois un petit peu plus, parce qu'effectivement, s'il a cette ceinture, il va penser des choses. Par contre, il n'y a aucun monde, selon moi, dans lequel il peut battre Topuria, mais vraiment aucun. Jamais, c'est pas possible. Impossible. Non. C'est sûr, comme ça, sur le papier, ça paraît un petit peu... Il se fait éteindre direct. Ça paraît un peu compliqué. Il va se faire éteindre, c'est pas possible. En tout cas, que ce soit Gaethje ou Pimblett, le combat pour le titre incontesté, donc qui aura ensuite face à Topuria, il aura de la gueule quand même, parce qu'il y a un gros passif aussi entre Pimblett et Topuria. Pour le coup, les deux, ça fait très longtemps qu'ils se chauffent. Que ce soit à distance, en conférence de presse, enfin, ils n'arrêtent pas. Et pour le coup, le jour où ce fight va avoir lieu, ça va être électrique. J'ai besoin de ce fight dans ma vie. Mais tout le monde, je crois. Très clairement, je le dis haut et fort, ça fait des mois et des mois que je le dis. J'ai besoin de ce fight dans ma vie, j'ai besoin de cette rivalité, j'ai besoin de cet événement qui fasse un petit peu Géorgie-Espagne contre Royaume-Uni. J'ai besoin de ce stade de foot, ce Wembley ou je ne sais quoi, de cette giga-salle européenne pour accueillir l'UFC. C'est ça en Europe, c'est sûr que... Ah là, je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et pour moi, ça fait partie des projets de l'UFC pour Ilia Topuria depuis longtemps. C'est-à-dire que bien évidemment, Pimblett aurait pu affronter d'autres personnes, mais quel était le chemin pour que tu puisses prendre quand même les deux plus grosses stars de ta catégorie, que sont ces deux mecs-là, en fait, et pour qu'ils se croisent? Ils ont réussi à mener quasiment ce plan. Il reste une étape avant que ça arrive, potentiellement. Ils y sont presque. Mais ils y sont presque, et on verra si ça se fait, mais c'est sûr que on signe pour le voir, ce fight. Bien sûr. Et puis, comme on a dit, c'est bon pour les plans de l'UFC, c'est de l'entertainment. D'ailleurs, on n'a pas Pimblett, le mec un peu foufou. D'un côté, on a Topuria, le gars... qui a la grande gueule, mais une grande assurance, et surtout qui descend les gens. Clinique, il descend les gens. Vraiment, il met la clim à chaque fois. Il est en mission pour le coup, Topuria, il n'a pas le temps. Alors, tu disais que jamais Gaethje ne pouvait gagner contre Topuria. Si c'est un Pimblett Topuria, comment tu vois les choses? Pour moi aussi, Pimblett, il ne passera pas, mais déjà... je trouve qu'il représentera une plus grosse adversité que Gaethje, parce que Gaethje, en fait, son jeu il est simple, en fait, c'est facile à lire son jeu, trop lisible. Et pour un mec comme Topuria, c'est ce qu'il veut. Parce que lui, pour le coup, le fight IQ, il a, Topuria. Tout à fait. Donc,
Là, tu lui donnes à manger. Il va te jeter, Topuria. Il donne à manger à Topuria. C'est vrai, c'est le style de combat. Je pense Topuria, il se régale de ça. Il va l'analyser pendant 4 heures et dire bon, ok, c'est ça, une combinaison. Ok, je vais accepter un low kick, avoir mal à la jambe et je vais tout lui mettre dans la tête. Je pense que Topuria aussi il plie Pimblett en deux. Ouais. Mais en termes d'impact, déjà pour le MMA en Europe, pour l'UFC, je pense que c'est conséquent. Je pense qu'ils sont même capables, les deux étant tellement des bons clients, de commencer par une énorme rivalité et de finir limite pote, ou l'inverse. Oui, ça finit encore pire, tu vois. Quelque chose autour de ce fight. Il n'y aura que des images mémorables, en fait. C'est-à-dire que toute la semaine d'avant, un Topuria Pimblett, je pense qu'elle est incroyable. Ouais. Le moment où les deux mecs vont rentrer dans la cage, ça va être incroyable. Et puis selon ce qui se passe à la fin, moi je vois Topuria gagner. Soit il se manque de respect encore, soit il se rabiboche et ça sera encore des images virales, tu vois. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori, je pense que l'UFC doit un peu prier pour que Paddy gagne ce fight face à Gaethje, pour qu'ils puissent continuer d'écrire leur histoire aussi derrière. Paddy, il est plus vendeur. En fait. On a plus envie de suivre un Paddy pour tous les tracks sportifs. Oui, puis ils sont pas du tout au même moment de leur carrière non plus les deux, donc forcément. Et puis Paddy, il peut avoir une trajectoire à la Gaethje, c'est-à-dire qu'il peut s'incliner, perdre cette ceinture intérimaire, redevenir l'action fighter de cette catégorie, qui peut aller chercher les BSD, machin, et tu sais qu'à chaque fois, tu vas vouloir voir Paddy Pimblett parce que c'est ce personnage-là, peut-être même le mettre sur une BMF, etc. Gagnant sur tous les plans, en fait. Tu vois. Sur la BMF, on le voit bien, a priori. Bah oui, et même s'il perd face à Topuria, ce qui serait la logique sportive, il aura quand même un statut pendant des années dans cette caté, Pimblett. Il y aura d'autres challenges pour lui. Je vous rappelle le rendez-vous du coup pour cette UFC 324, c'est dans la nuit de samedi à dimanche prochain. On sera ensemble dès minuit sur RMC Sport 1 pour vous faire vivre la carte principale, vous amenant donc jusqu'au main event entre Justin Gaethje et Paddy Pimblett. Et puis on enchaînera, il y a 2 UFC numérotés, 2 semaines de suite. On va se régaler. C'est dans la nuit du 1er février, voilà, pour notre Français Benoît Saint-Denis face à Dan Hooker. Ce sera en Australie, mais ce sera à des horaires américains, donc ce sera aux horaires habituels pour l'UFC dans la nuit. Si vous avez bien suivi, c'est ça. Pour voir Benoît Saint-Denis qui est en co-main event quand même de cette soirée. Là aussi, c'est un combat très très important pour notre Français. Merci beaucoup, Amaury, d'être venu. C'est passé vite, hein, t'as vu? Oui, très très vite. Ouais, déjà 1 heure. Ça y est, on a tout vu. Merci à toi d'être venu encore une fois dans le Fighter Club Sunday. Tu réponds toujours présent, donc c'est un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. Merci à vous l'équipe, merci Sacha, merci Flora. Et puis on te retrouve très vite, évidemment. Sacha, merci beaucoup. On se retrouve dimanche prochain, 22h30, pour débriefer justement l'UFC 324 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. On verra si nos prédictions sur ce Gaethje Pimblett ont été bonnes ou pas. On ressortira tes petits extraits. Retenez bien mes pronos. Ouais, retenez bien mes pronostics. Retenez bien. On y est, c'est la semaine du retour du UFC. Ça y est, ça arrive. Merci à tous les amis. Merci à Anthony Starpigno, Oscar Joss, Robin Travers, Nathan Rochefort, tous ceux qui ont préparé cette émission. Et puis nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Très belle soirée à tous.